Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à votre bulletin Info Témis du 7 février 2023. Ici Francis Prudhomme, journaliste à TV Témis. Il me fait plaisir d'être avec vous pour vous informer de l'actualité témiscamienne. Cette semaine, à Info Témis, rencontre avec Richard Plot, directeur général de la RISIT. Nouvelle identité visuelle pour le transport adapté et collectif du Témiscamingue. Jean-François Trahan, parrain d'honneur de la ressource pour le Témiscamingue. Visite au Calax du Témiscamingue. Et bien d'autres nouvelles. La RISIT, la Régie intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue, offre la sécurité incendie pour les municipalités de Béarn, du Hamel-Ouest, Lorrainville, Saint-Bruno-de-Guigue, Saint-Édouard-de-Fabre et Ville-Marie. Richard Plot, directeur général et incendie, nous reçoit dans leurs locaux situés à la caserne des pompiers de Lorrainville pour nous expliquer la mission de la RISIT et les principales interventions réalisées sur le territoire. Richard Plot, je suis directeur général incendie à la RISIT depuis septembre 2021. La régie regroupe les services d'incendie de 6 municipalités au Témiscamingue, dont Ville-Marie, Lorrainville, Duhamel-Ouest, Fabre, Béarn et Saint-Bruno-de-Guigue. Donc, c'est les municipalités qui sont regroupées présentement à la régie et on est en projet d'expansion avec Notre-Dame-du-Nord, Nédelec et Guérin. Oh, donc, et Richard, peut nous expliquer, on va peut-être revenir un peu sur la création du RISIT. D'où est venue l'idée de fonder justement un regroupement de pompiers au Témiscamingue? Bien, au départ, c'est venu d'une volonté politique de regrouper les services. Chaque municipalité a les mêmes obligations, les mêmes réglementations à suivre et ça devenait de plus en plus difficile et compliqué pour chaque municipalité d'avoir du personnel de gestion en sécurité incendie. C'était du personnel de gestion temps partiel. Donc, en regroupant tous ces services-là, bien, la gestion, à ce moment-là, on peut la faire par du personnel temps plein. Puis, ça permet aux pompiers qui sont à temps partiel, volontaires dans la région, bien, de se concentrer sur l'intervention et non la gestion, la paperasse, la réglementation, etc. Et puis, selon toi, c'est quoi les plus grands avantages d'avoir un regroupement comme ça? C'est quoi le principal avantage d'un regroupement comme la RISIT? Bien, le gros avantage, c'est justement toute la gestion qu'on regroupe au même endroit, qui est chapeautée par du personnel à temps plein qui font ça le jour, la semaine. Donc, beaucoup plus facile au niveau des communications avec les municipalités, avec le gouvernement, avec les différents fournisseurs, de pouvoir faire ça le jour de semaine que de faire ça le soir ou les fins de semaine. Puis ça permet aussi des beaux regroupements quand ça vient le temps de faire des achats. Donc, on parle d'habits de combat. Bon, au lieu que chaque municipalité achète 1 ou 2 habits de combat, bien, on peut en acheter des fois, ça va jusqu'à 20, 25, 30. Fait que quand ça vient le temps de négocier avec les fournisseurs, bien, des fois, ils affilent le crayon un petit peu plus. Ils sont plus à votre écoute. Ils sont pas mal plus à l'écoute quand on les appelle des grosses quantités. Excellent. Et puis, là, justement, on parle de combien de pompiers là, qui font partie de la RISIT au Témiscamingue? Présentement, c'est près de 71. Puis avec le regroupement, là, on va être plus autour de 90-95 pompiers dans la RISIT. Et c'est suffisant comme nombre, Richard, ou on aimerait en avoir plus encore? On est toujours en recrutement. Donc, non, le recrutement, ça fait partie de notre quotidien. On travaille très fort à recruter du nouveau personnel. La population est vieillissante. Les membres des brigades sont vieillissants, donc on recrute. D'ailleurs, Francis, si ça t'intéresse, là, l'invitation est lancée. Parfait, je prends ça en note, mon cher Richard. Là, Richard, on est ici parce qu'on la RISIT, vous êtes intervenu à 6 reprises sur le territoire du 20 décembre au 16 janvier. Donc, 3 fois pour des alarmes d'incendie qui étaient non fondées. Est-ce que ça arrive peut-être nous expliquer un peu justement les conséquences que ça a pour vous? Bien, tout d'abord, je vais expliquer c'est quoi une alarme incendie non fondée. Donc, ce qu'on retrouve souvent, c'est vrai que c'est une grosse partie de nos appels, c'est des systèmes d'alarme en fonction. Puis, les systèmes d'alarme sont reliés à des centrales de surveillance. Donc, lorsque on brûle une toast, des fois c'est juste la bouilloire qui a trop fait de vapeur, ça déclenche notre système d'alarme, mais parce qu'il est relié à une centrale, bien, la centrale, là, doit appeler les pompiers. Ce qui peut prévenir ça, c'est premièrement, sur nos systèmes d'alarme, on peut demander à nos techniciens qui nous donnent un 90 secondes de délai avant que l'alarme s'envoie à la centrale. Puis ensuite de ça, c'est très important que le numéro de téléphone qu'on ait donné à la centrale soit un numéro de téléphone ou
le propriétaire peut être joint en tout temps, et de connaître ses mots de passe et les NIP, etc., qu'on a donnés à la centrale. Donc, eux autres vont nous recontacter, vont contacter le propriétaire pour lui demander si c'est fondé ou non. Puis pour s'assurer que ce n'est pas n'importe qui cancelle, bien, ils vont demander le mot de passe. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que les gens vont installer un système d'alarme avec détection fumée, chaleur, etc., sont plus ou moins au courant, sont contents, ils ont une réduction de primes d'assurance, puis ça finit là. Sauf que quand on brûle une toast ou que le poêle à bois a fait échapper un petit peu de fumée, déclenche le système d'alarme, les pompiers sont appelés automatiquement et ça occasionne, je vous dirais, énormément d'appels qu'on appelle, nous autres, non fondés. Donc, c'est un déplacement de pompiers, de véhicules, etc., parce que la personne ou la compagnie d'alarme, ils ont fait une installation des fois rapide et sans bien expliquer aux citoyens qu'est-ce que ça l'impliquait. Et donc, ça vous occasionne des problèmes ou souvent des sorties qui sont vraiment, on va dire, inutiles à certains points, Richard? Bien, c'est des sorties qui sont inutiles, qui pourraient être évitées. Pas inutiles, mais qui pourraient être évitées. Parce que les sorties ne sont jamais inutiles. On aime mieux se déplacer pour rien que d'arriver en retard. Mais c'est des sorties qui pourraient être évitées, puis qui occasionnent des coûts quand même importants là, au niveau de la régie et de nos municipalités. Parce qu'en bout de ligne, c'est nous autres qui payons ça avec nos taxes. Fait que si on peut éviter ces appels-là, bien évidemment, en bout de ligne, c'est des économies pour tout le monde. Donc, justement, quel message je lancerais aux citoyens comme ça là, pour éviter ce genre de problématiques-là? C'est justement d'être plus vigilant, d'être plus... Bien, de faire programmer nos systèmes d'alarme pour un délai de 90 secondes va aider beaucoup. Et ensuite, de connaître nos mots de passe et nos numéros d'identification personnelle, les NIP, de connaître ça va éviter beaucoup ce genre de situation-là. Et puis, je t'aimerais peut-être nous parler, Richard, en quoi consiste la majorité des interventions que vous faites au Témiscamingue? C'est principalement quoi vos appels que vous recevez ici au Témiscamingue, les pompiers? Bien, principalement, là, on a des incendies. On a les incendies en général, les incendies de bâtiment. Mais un incendie de bâtiment, ça n'a pas besoin d'être un gros incendie qu'on va parler dans les médias. Feu de cheminée, ça rentre dans un incendie de bâtiment. On fait du feu de véhicule. Okay. Donc, à ce temps-ci, moins. L'été, beaucoup d'agricoles, du forestier, des choses comme ça. Beaucoup de printemps, l'été quand c'est sec, feu de broussailles, etc. Fait que les incendies de toutes sortes, c'est encore des appels qu'on a beaucoup. Mais on s'occupe aussi de désincarcération automobile, intervenir sur les voies routières pour venir en aide à des personnes emprisonnées dans le véhicule. On va porter assistance parfois aux ambulanciers, Sûreté du Québec. On s'occupe de sauvetage en milieu isolé, donc motoneige, VTT, loin des sentiers. C'est le genre d'intervention là, qu'on fait. Fait que tout ce qui est relatif, dans le fond, là, tout ce qui est sécurité, sauvetage, etc., là, ça tombe dans nos bottines souvent. Et puis, justement, peut-être, Richard, explique-nous un peu, là, qu'est-ce que ça prend pour être un bon pompier selon toi? Quelle qualité ça prend pour être un bon pompier? Là? Je dirais la première qualité, c'est d'être dévoué, de vouloir rendre service à notre communauté. Parce qu'après ça, une fois qu'on a ça, qu'on veut rendre service, écoutez, on a du monde de tous les horizons, on a de tous les corps de métier qui sont représentés. Il faut comprendre que le métier de pompier au Témiscamingue, puis dans toutes les régions rurales du Québec, du Canada, puis même toute l'Amérique du Nord, on fonctionne comme ça. Il y a beaucoup plus de pompiers volontaires temps partiel que de pompiers permanents. Donc, tous les gars qui sont ici, les gars, les filles, on a beaucoup de femmes maintenant, qui sont impliqués, ils ont tout un autre job, ils ont tout un autre corps de métier. Puis pompier, bien, ça devient pas une activité sociale, mais un complément à ça. Fait que ce qu'on a dans nos services, écoute, on a des mécaniciens, on a des avocats, on a des notaires, on a des plombiers, il y a des gens de tous les corps de métier. Puis toutes ces forces-là, bien, ça vient donner une belle grande force à nos services de sécurité incendie au Témiscamingue parce qu'on peut s'accoter sur l'un sur l'autre. Fait qu'il n'y a pas de profil particulier. Tu es en forme, tu as envie d'aider ta communauté, viens nous voir. Puis quand je dis en forme, là, voyez ma forme. Je suis plus en forme comme j'étais à 20 ans, mais je viens à bout de rendre service encore à la communauté. On a des gens... Faut pas se complexer. Là, pour une petite bédaine, il ne faut pas se complexer. Il ne faut pas se complexer avec la petite bédaine. Les tests physiques qu'on demande sont bien réalisables. Puis non, on a besoin de tout le monde. Fait que si vous avez le goût, si vous voulez rendre service à votre communauté, le métier de pompier au Témiscamingue, je pense que ça peut être quelque chose de bien intéressant pour tout le monde, gars, filles, peu importe d'où tu viens.
C'est juste en terminant, justement, Richard, là, les gens qui ont écouté l'entrevue, que ça m'intéresse, j'aimerais ça l'essayer. Comment on fait pour s'inscrire ou faire un essai ou peut-être nous expliquer justement le processus, quelqu'un qui songerait à devenir pompier pour la Résite? Bien, la première chose, c'est si vous faites partie d'une des municipalités qu'on a mentionnées, nous appeler à la régie au 819-625-2024. Puis on va pouvoir vous enligner, vous répondre. Puis si vous êtes dans une autre municipalité, bien, contactez votre municipalité locale. Les autres municipalités ont des services d'incendie aussi, puis ils ont besoin aussi. Fait que contactez votre municipalité, ils vont pouvoir vous diriger à la bonne personne. Richard, un gros merci et continuez votre beau travail à la Résite. Ça nous fait plaisir. Merci Francis, bonne journée. Merci à toi aussi. C'est en présence de nombreux partenaires et clients qu'a été lancée la nouvelle identité du transport adapté et collectif du Témiscamingue, le TACT. Ce changement a comme objectif de rajeunir le logo, promouvoir et mieux faire connaître tous les services qui y sont offerts. Il faut savoir que le service de transport collectif est accessible à l'ensemble de la population. Rencontre avec Anne Villeneuve, directrice générale du transport adapté et collectif, et Ève Chaumont-Morissette, agente de développement en transport. De plus, Nathaniel Lanneville, utilisateur du service, témoigne de l'importance du transport adapté dans son quotidien. Le autobus adapté, oui, c'est très, très important pour pour aller au centre Amitié Témis ici à la Perte. Puis, en plus, c'est des bons chauffeurs. On les aime toutes. On les agace aussi. Le petit chauffeur Jacques, là, il est bien smart. Là, je l'aime bien, là, il est bien smart. Des fois, là, il est là, hey, là excuse-moi, il va falloir que tu fasses la grande détour, il va falloir qu'on en refait jusqu'à Rémigny. Bon, pas grave, on va jaser ensemble. Et comme par exemple, j'aime comme la musique, va avoir la radio. Oui, j'aime ça. Moi, c'est. On fait des activités à la pète, puis on parle aussi avec les personnes. Le transport adapté, bien, c'est très important, c'est même essentiel pour que nos personnes qui vivent avec des mobilités réduites ou des personnes handicapées puissent sortir, vaguer à leurs occupations, comme à peu près tout le monde dans la société. Parce que je suis un petit nouveau, j'ai pas encore mes permis de conduire. Je commence juste, en fait, à me demander qu'est-ce que je peux faire ici au Témiscamingue. Je vais essayer d'exploiter qu'est-ce qui se passe ici, puis voir qu'est-ce que je peux faire. Fait que j'utilise ce transport-là pour venir au Carrefour Jeunesse, pour pouvoir évoluer mon futur, et voir où est-ce que je peux m'aligner. Sinon, je pourrais rester à la maison, tout simplement. Ou, moi, je peux dire, comme de pas y aller. Il n'y a pas de bus, il y a comme un peu plat pour les gens handicapés, ou rester à la maison. Il faut que tu trouves d'autres alternatives, demander à d'autres organismes ou des choses comme ça, mais sinon tu restes chez toi. Là. Je resterai à la maison et je pense que ce serait très difficile parce que Jonathan, c'est une personne très sociable. Il aime voir les gens, il aime échanger, il aime sortir, que ce soit aller au cinéma, que ce soit aller à une activité quelconque, que ce soit pour des rendez-vous médicaux, que ce soit pour des sorties. Mettons qu'en ce moment, là, c'est plus monétaire, que c'est pas mal impossible. Là. Mais sinon, je serais pas mal plus souvent, probablement à pied ou bien à faire du pouce au bord de la rue. Là. Je sais pas si c'est depuis quand, mais je te dirais que c'est très, très, très longtemps. Depuis en été passé. Ça fait 15 ans que je suis au transport adapté. Oh, ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Oui, je pense qu'au tout début, ça n'a pas le vrai transport adapté. Il devait avoir 4 ans d'après moi. Et c'était un transport, et je vais peut-être appeler ça 4 ans, qui venait le chercher. C'est une vanette, mais ça n'a pas le transport adapté qu'on connaît aujourd'hui. Parfois, je dors. En plus que je suis un homme calme aussi. Je dors et parfois,
je fais juste reposer. Bye. J'ai trouvé un moment des jeux. Je pars avec mes amis puis écouter de la musique. On parle beaucoup. OK. Nous, on parle beaucoup. Je jase avec le chauffeur, j'écoute de la musique, je jase avec les autres. Je savais même pas que ça existait pour nous en tant que tel, les personnes qui n'ont pas de déficience en fait. Fait que, je trouve ça bien intéressant. Vous devriez juste essayer ça, c'est une affaire à essayer. Ouais, Jonathan, là, il adore tellement ça que lorsqu'il a la chance d'aller conduire une autre personne avant lui, il demande d'y aller parce que pour lui, c'est un plaisir. Oui, bonjour, Ève Chaumont-Morissette. Je suis agente de développement en transport et coordonnatrice de la table de concertation en transport. Et là, peut-être nous expliquer qu'est-ce qui a été dévoilé ici aujourd'hui au Centre Amitié Témis? Oui, en fait, aujourd'hui, c'était le dévoilement de la nouvelle identité du transport adapté et collectif du Témiscamingue. Donc, dans les dernières semaines, derniers mois, on a travaillé à renouveler l'image, donc rajeunir l'image du transport adapté et collectif, puis de jumeler, en fait, les deux entités par le fait même. Donc, avant, il y avait le transport adapté d'un côté, puis le transport collectif, le baladeur d'un autre côté. Là, maintenant, on est rendu avec seulement une entité, qui est le transport adapté et collectif du Témiscamingue, qu'on nomme le TACT. Je vais peut-être nous expliquer l'objectif justement de ce rassemblement, de rassembler ces deux services-là et de justement créer un nouveau logo, un nouveau nom. Oui, exactement. Bien, en fait, on tenait en premier lieu de changer, de rajeunir notre logo. Donc, aujourd'hui, on en a profité pour présenter notre nouveau logo, présenter la nouvelle image également. Donc, on voulait promouvoir, en fait, tous les services du transport adapté et collectif du Témiscamingue. Donc, faire découvrir aux gens tous les services qu'on offre, ce qui est offert sur le territoire du Témiscamingue en matière de transport. Et puis justement, peut-être nous parler, justement, quels sont les services qui sont offerts, là, Ève, pour le transport? Oui, bien en fait, tout le monde connaît, en fait, la majorité des gens connaissent le transport adapté du Témiscamingue. On offre aussi le transport collectif. Donc, en ce moment, le transport adapté, on offre les places vacantes à la population en général. Donc, toutes les places qui sont vacantes dans l'autobus sont disponibles pour la population pour se rendre à Ville-Marie, par exemple, pour un rendez-vous, pour aller au travail, pour aller à l'école. Vous pouvez les utiliser, les places vacantes. Puis, on essaie d'encourager la population aussi par le covoiturage. Donc, le transport adapté et collectif, c'est d'aussi miser sur le covoiturage, sur le transport collectif, essayer de délaisser le plus possible l'auto solo. Donc, d'arrimer tout le transport qui se passe sur le territoire. On sait qu'on a un immense territoire avec une très faible densité de population, qui n'est pas toujours évident de trouver la solution en transport. Donc, on se dit, si on essaie d'utiliser toutes les places qui sont accessibles sans rajouter de voitures, d'autobus sur le territoire, vraiment de valoriser les places qu'on a dans nos véhicules. Donc, c'est accessible à tout le monde. Comment on fait pour avoir accès au service du transport? En fait, vous appelez directement à nos bureaux, vous passez nous voir. On est situé aux 3 rues industrielles à Ville-Marie. Vous pouvez aussi nous appeler du lundi au vendredi de 8h à 16h au 819-629-3332. Et là, peut-être, on sait qu'on entend parler justement, là, quand même, on est un grand territoire, une population vieillissante. On a un seul taxi qui n'est pas en service la nuit. Justement, est-ce qu'on a des solutions pour éventuellement pallier un peu? On n'a pas de bus non plus, de bus de ville comme dans les grands centres. Est-ce qu'on réfléchit à des solutions comme ça de votre côté? Est-ce que ça fait partie de votre mandat peut-être de réfléchir à des solutions pour cette problématique de notre territoire? Oui, exactement. Donc, de l'enjeu le principal, c'est exactement ce que vous dites, là. Donc, d'utiliser le transport qu'on a déjà sur le territoire, par exemple, les places vacantes dans les autobus, c'est une solution super facile, économique, on n'a pas besoin de développer de nouvelles choses, c'est déjà quelque chose qu'on a sur le territoire. Donc, vraiment miser sur ces choses-là. C'est sûr que l'enjeu aussi du transport inter-MRC qui est déficient, puis on a très peur que ça nous quitte prochainement. Donc, on travaille très, très fort pour pouvoir maintenir ce service-là qui, selon nous, est vraiment essentiel dans la vitalité du Témiscamingue. Et pardon, notre clientèle aussi, on a vu beaucoup de vos clients aujourd'hui. Je pense que les gens sont attachés au transport adapté, ce qu'on appelle le transport adapté. On a vu votre belle clientèle. Je pense que c'est quelque chose qui leur tient à cœur, que c'est important pour eux, ça fait partie de leur quotidien. Vraiment, c'est important, puis même, je dirais, c'est essentiel. S'il n'y avait pas de service de transport adapté,
sais, ici, dans nos bureaux, on a aussi la PET, l'Association des parents d'enfants handicapés. Donc, c'est un centre de jour, en fait. Donc, les gens viennent passer des journées ici, faire des activités. Il y en a aussi qui vont à l'Axia, tu sais, qui se déplacent dans plusieurs milieux. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de garder ce service-là. Sinon, bien, ça implique que les gens n'ont plus de moyens de transport pour se rendre dans des rendez-vous médicaux. Tu sais, une personne qui a un fauteuil roulant n'a pas nécessairement une voiture adaptée personnelle. Donc, le transport adapté, à ce moment-là, prend vraiment tout son sens. Puis là, je parle des personnes à mobilité réduite, des personnes avec une déficience, un handicap, mais c'est aussi pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont à faible revenu. C'est des places qui sont vraiment offertes à tout le monde, là. Eh bien, un gros merci et félicitations pour votre beau travail. Un gros merci à vous. Merci à vous. Moi, je m'appelle Nathaniel Laneuville. OK. Puis là, Nathaniel, j'aimerais que tu me parles le transport adapté qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais dans le transport adapté, toi? Moi, dans le bus adapté, je reste assis. Il ne faut jamais être debout, c'est le règlement. Qu'est-ce que je fais dans le bus? Comme d'habitude, j'écoute la musique. Je parle avec ma blonde. Je parle avec les autres. Puis c'est juste ça. Puis pourquoi tu prends l'autobus? Où tu vas avec l'autobus habituellement? Tu viens ici au centre de jour, tu vas faire des activités? Oui, on fait tout le temps des... Ouais. Le transport, il vient. On descend ici au centre Amitié Témis. Puis on fait plein d'activités surprises. Exemple, par les filles aussi. Il y a des surprises à chaque saison. Puis tu vas, j'imagine, faire des activités, tu vas jouer au quai, tu vas ailleurs, tu te promènes partout là, en autobus, là, tu vas partout. Oui, avec une partie de l'AFA aussi. Ça vient d'eux autres pour que ici, le centre Amitié Témis fait des activités pour l'ALPHA aussi, par l'ALPHA, oui. OK. Puis pourquoi c'est important justement d'avoir un transport adapté? Pourquoi c'est important d'avoir un autobus là, qui est pour toi? Là? Le transport adapté, comme c'est très important aussi. Puis et le transport adapté, c'est vraiment fun d'avoir ici à Témiscamingue. Nous, on est choyés et aussi comblés pour avoir le bon chauffeur et un bon autobus adapté aussi. Ah oui. Puis c'est bien, on est confortable, on est bien, les chauffeurs sont gentils, c'est Oui. comme ça, hein? Oui. En plus, il y a un chauffeur adapté déjà pris en retraite, je connais très bien, Luc Lalonde. C'est un très bon chauffeur. Maintenant, avec O'Neill, c'est un très bon chauffeur aussi. Oui. Puis t'es content de voir l'autobus arriver le matin, puis tu vas te dire, ah, j'ai mon livre, je vais m'en faire mes activités. Comme j'ai mon horaire par les filles, mois par mois. Puis quand je vois, OK, cette journée-là, j'ai mon activité. Oui, le transport, il vient. Je suis bien content. Nous, on habite à Saint-Édouard-de-Fabre. OK. On ne peut pas aller sans autobus. Mais non. Puis oui, je suis content de voir le transport qui vient à notre cours, prendre le bus presque à tous les jours. Nathaniel, un gros merci, mon ami. Ça fait grand Merci plaisir. beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé, mon ami. Merci. OK, Anne, peut-être commencer par te présenter ton rôle ici. Je suis directrice générale du transport adapté et collectif du Témiscamingue depuis bientôt 6 ans. Là, Anne, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce qui a été dévoilé aujourd'hui ici au Centre Amitié Témis. Bien, aujourd'hui, ici, depuis les 2 dernières années, on travaille beaucoup à faire en sorte d'améliorer notre offre de services en transport. Pas juste nous, de faire en sorte que le transport au Témiscamingue soit de façon plus simple, accessible, facile. Pour arriver à ça, on a mis en place une nouvelle image, une nouvelle identité, qui est le transport adapté et collectif. Nouvelle couleur, nouveau dynamisme, pour démontrer à la population que nos transports, là, c'est du transport collectif de personnes, mais avec des véhicules adaptés. Donc ça, c'est important. Tout le monde a accès à ça. Il y a des places vacantes, il faut les maximiser maintenant. Là, justement, nous expliquer un peu, quel est l'objectif d'une nouvelle identité comme ça, Anne? Pourquoi c'est important de changer de logo, changer de nom un peu? Bien, je pense que dans les 35 dernières années, on a travaillé, on a évolué, puis on s'adapte. Donc, quand on fait ça, il faut aussi, à un moment donné, évoluer et adapter notre image pour démontrer un peu le développement puis le dynamisme que les transports prennent après 35 ans. C'est beau de démontrer ça. Et peut-être expliquer là, comment ça fonctionne exactement, là,
Est-ce qu'il faut être membre? Est-ce que tout le monde a accès au transport? Explique-nous un peu comment ça fonctionne. Bien, dans le fond, il y a 2 catégories de membres. Il y a les membres usagers du transport adapté qui, eux, doivent avoir vraiment une admission au transport adapté par des processus que le ministère des Transports demande. Ensuite, on a les membres un peu plus du transport collectif. Eux autres, pas nécessairement besoin de rien, à part juste de nous contacter puis d'être membre, de supporter notre cause puis d'être membre du transport. La priorité va toujours être donnée au transport adapté. C'est la raison d'être, puis c'est eux qui sont mal pris dans la vie s'il n'y a pas de transport. Mais on en a des places vacantes. Puis sinon, on va trouver des options. On a des collaborations avec les transports scolaires pour les places vides. On a des bénévoles qui circulent sur le territoire. Fait que des options de transport, là, il y en a. Fait que nous, notre job, c'est de faire en sorte de tout faire ça en complémentarité puis de travailler ensemble à ce que ça soit disponible. Là, on a vu aujourd'hui, c'était une belle conférence. On a vu beaucoup justement des gens qui l'utilisent, des utilisateurs là, qu'on a vu à quel point c'est important pour eux. Je pense que c'est important d'être là pour votre clientèle, puis on a vu à quel point c'est important dans leur vie. C'est essentiel même. Bien, c'est essentiel parce que ces gens-là, ils seraient à la maison. Le transport adapté collectif, ça sert à briser l'isolement, ça sert à être une société inclusive, ça sert à faire en sorte que les gens puissent aller travailler, les gens puissent aller étudier, les gens puissent aller faire des activités, du loisir, de la culture. C'est vraiment là pour aider la population. On ne se le cachera pas, notre population vieillit aussi. Les gens restent à la maison de plus en plus longtemps. On des fois des voitures, mais des fois l'hiver, température comme aujourd'hui, on a moins le goût. Bien, j'ai un rendez-vous chez le médecin, je vais appeler, je vais réserver mon transport la veille. Nous, il y a des trajets d'établis le matin et le soir. Les gens se déplacent vers le secteur centre pour venir aux formations, pour venir aux activités. Et en fin d'après-midi, ils retournent à la maison. Mais dans le jour, entre 9h30 et 2h, j'ai un autobus qui se promène sur le territoire de Ville-Marie, puis on peut y avoir accès. Je vais aller chez le dentiste, j'appelle la veille, j'ai rendez-vous chez le dentiste à 10h demain matin. On va avoir des points d'arrêt, on va aller vous chercher, on va aller vous porter chez le dentiste, on va retourner 1 heure après. Fait qu'il y a plein de possibilités. Il faut juste les savoir, les connaître. Fait que là, ça va être ça notre mandat. Promotion, communication, développement, puis faire connaître. Réane, tu l'as abordé un peu le sujet, mais aussi au Témiscamingue, on a un grand territoire, une population vieillissante. On a un seul taxi qui n'est pas en service la nuit. On n'a pas d'autobus de ville comme on connaît dans les grands centres. Justement, c'est des questions qu'on se pose de votre côté, là, d'essayer de trouver des pistes de solutions des fois, justement, d'être innovatif, être créatif pour justement aider les gens comme ça. On n'a pas le choix. Il faut trouver des solutions parce qu'on n'aura jamais ça, un autobus urbain qu'on appelle un autobus de ville. On a un petit peu avec notre autobus dans Ville-Marie. Dans le jour, on a cette option-là. Mais c'est vrai que les soirs, les fins de semaine, il n'y en a pas. On a parlé beaucoup de taxis. Bien là, les taxis, c'est pas toujours facile. Puis il y a toute une dynamique au niveau des taxis aussi que c'est pas facile. Le manque de main-d'œuvre, le manque de gens qui veulent faire ça. Fait que oui, il y a des options. Maintenant, il faut travailler à trouver c'est laquelle qui est la mieux pour nous ici sur notre territoire. Éclatée, en étoile, mais il y en a. On donnait comme exemple, il y a 500 voitures qui partent de Laverlechère-Fougerville puis qui s'en viennent à Ville-Marie le matin. 500 voitures avec une personne dedans. Pourquoi on ne peut pas maximiser ça? Pourquoi on ne peut pas dire, hey, ça, c'est comme si c'était 500 wagons de métro là, qui partaient, puis qui s'en viennent, puis qui sont toutes vides. Fait qu'il faut juste maximiser ce qu'on a. Diminuer l'auto-solo. Puis la planification stratégique dans laquelle on embarque, c'est de trouver des solutions. Des solutions concrètes, des solutions qu'on peut mettre en place, mais c'est pas d'ajouter des transports. C'est de trouver des façons d'utiliser ceux qu'on a déjà. Il y a peut-être nous parler un peu le quotidien, là, comment les gens peuvent utiliser vos services chaque jour, Anne? Bien, dans le fond, site Internet, on a accès à toutes nos informations, nos adresses courriels, puis le site Internet, c'est facile, c'est tactemis.ca. Sinon, vous appelez 629-3332. De toutes les façons possibles, on va trouver une réponse à vos questions. On va essayer de trouver une solution à votre besoin, mais c'est la façon la plus facile. Appelez-nous. Dites-nous c'est quoi votre besoin, puis on regardera voir comment on peut vous aider là-dessus. Justement, mais combien de personnes peuvent prendre le bus par jour? Quand ça sera une journée là, dans le transport, là, on parle de combien de gens environ qui peuvent utiliser votre transport là, chaque jour ou chaque semaine? Bien, à chaque jour, c'est quasiment une trentaine de personnes, là, parce qu'on a 3 véhicules sur la route, toujours, à tous les jours, le matin, le soir. Fait que, c'est le vendredi où on a le moins de véhicules, mais
Tu sais, puis c'est un autobus de 18 passagers, un autobus de 11 passagers, un autre autobus de 7 passagers. Fait que c'est quand même des autobus. Puis ils sont pas tous pleins, mais quand même, tu sais, nos centres de jour, ils font des belles activités pour les personnes handicapées. Le Carrefour Jeunesse Emploi est là pour les nouveaux arrivants, est là pour les personnes qui n'ont pas de revenus assez élevés pour se payer une voiture. On le voyait dans la vidéo, Christophe, nouvel arrivant, pas de voiture. Lui, il utilise le transport collectif pour venir faire ses choses au Carrefour Jeunesse Emploi. C'est ouvert à tout le monde. De façon facile, on appelle 24 heures avant, on réserve sa place, puis on a accès à un transport. Anne, un gros merci. Continuez votre beau travail. Merci, Anne. Hey, merci! Le 29 janvier dernier se tenait du côté du Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda le 26e Téléthon de la ressource au profit des personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue. Une activité de financement primordiale pour répondre aux besoins des personnes vivant avec un handicap. C'est dans cette optique que nous avons rencontré Jean-François Trahan, parrain d'honneur de la ressource pour le Témiscamingue. Ce dernier nous parle des répercussions positives de cet événement ainsi que de son implication auprès de l'organisme. Donc, je suis en compagnie de Jean-François Trahan, parrain d'honneur de la ressource pour le Témiscamingue. Jean-François, qui a eu le Téléthon de la ressource qui a eu lieu le 29 janvier du théâtre du côté du Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Bonjour Jean-François, merci de nous recevoir chez toi aujourd'hui. Bonjour Francis, ça fait toujours plaisir. Bien gentil. J'aimerais que tu m'expliques, là, qu'est-ce qui t'a donné le goût de t'impliquer dans cette cause-là en particulier, le Téléthon de la ressource et la ressource? Au niveau de la ressource, c'est certain que juste tout ce qui est l'implication au niveau régional, les fonds, ça reste dans la région. Il faut dire aussi que, on n'a jamais eu besoin de la ressource personnellement, mais mon plus vieux a quand même une déficience intellectuelle légère, chose que on publie pas nécessairement sur les médias sociaux, mais puis il y a quelques services aussi, je sais, qui reçoivent des fonds. Puis il y a des... On connaît tous des gens qui ont bénéficié de la ressource. Et c'est un organisme, je ne pouvais pas dire non quand on m'a approché. C'était trop une cause qui me tient à cœur pour que je dise non. Et pardon, nous expliquer, Jean-François, en quoi ça consiste justement le rôle d'un parrain d'honneur? C'est quoi ton rôle dans tout ça? Mon rôle, c'était vraiment un rôle de promotion, de vraiment faire la promotion et d'essayer de mousser justement les fonds au Témiscamingue par différentes levées de fonds ou initiatives, puis justement là, de faire des relations avec les médias là-dessus pour justement qu'on parle un peu plus de la ressource. Et là, je pense que justement, avant le Téléthon, tu as organisé une activité de financement. Peut-être nous parler de ça, quand ça s'est bien passé, Super Spaghetti pour le nommer. Ça s'est bien passé. Parle-nous un peu de ça, Jean-François. Oui, effectivement, cette année, en étant parrain d'honneur, j'ai fait embarquer ma gang ici au bureau de Vision Finance, puis on a fait là, pour la première fois un Super Spaghetti. Étant notre première expérience, ça a quand même bien été malgré tout, mais c'est certain qu'on aurait aimé amasser plus de fonds, puis chose que possiblement qu'on va répéter dans le futur avec peut-être des corrections, mais oui, on a réussi à amasser là, une somme quand même là, de 700 $ là, pour la ressource là, avec un bon souper spaghetti. C'est pas négligeable. Et là, parle-nous justement là, du Téléthon en tant que tel. Est-ce que tu étais sur place ou tu as assisté à la maison? Comment tu as vécu le Téléthon cette année, Jean-François? Le Téléthon, moi, je l'ai vécu cette année là, en bonne partie avec l'équipe justement du Témiscamingue qui était dans les bureaux d'Automobile Paquin à Gig. Fait que j'ai vécu, là, moi, je suis arrivé un peu plus tard, là, mais à partir de 7 heures, j'étais sur place avec eux pour voir justement les bénévoles qui recevaient les appels pour certaines municipalités du Témiscamingue. Parce qu'il faut dire que la plupart des municipalités au Témiscamingue ont un bénévole attitré qui reçoit les appels chez eux. Fait que c'est quand vous appelez justement dans le numéro en bas de l'écran, c'est souvent des bénévoles qui reçoivent les appels chez eux. Fait que ça a été quand même le fun de voir toute l'équipe, de voir les gens, de voir la fébrilité avec les annonces des différents montants. Puis pour le Témiscamingue, puis comme pour au niveau régional, les montants, les sommes ont été dépassées. Au Témiscamingue, il y a encore des dons, puis c'est toujours le temps de faire un don. Okay. Les dons ne sont pas finis. Au dernier décompte là, officiel, on était à 36 000, un petit peu en haut de 36 000 au Témiscamingue. Moi, le défi que j'avais donné, c'est de se rendre à 42 000, chose qu'on se rapproche de plus en plus. Là. Et si c'est le cas, lors du souper qu'il y aura pour la ressource là, au mois de mai, à la fête des mères, j'aurai ma tête là, colorée
la couleur à déterminer. Wow, on entend voir ça, Jean-François. Et là, on a parlé déjà de 36 000 de réaccumuler juste pour le Témiscamingue. C'est des montants qui sont quand même importants. Là. J'imagine, on est toujours surpris de ramasser autant ou on ne se surprend pas d'année en année de voir la générosité des gens? Bien, effectivement, oui, c'est surprenant d'année en année de ramasser autant, mais d'un côté, ce n'est plus surprenant en Abitibi-Témiscamingue. C'est hallucinant de voir toutes les sommes qu'on réussit à amasser dans tous les différents organismes en Abitibi-Témiscamingue comparativement à d'autres régions. Les gens ont le cœur sur la main. Puis on le voit que les gens, j'imagine que la connexion qu'on a, on connaît tous des gens qui bénéficient de services. On est proche des gens se connaissent. Fait que c'est plus facile, je crois, de donner que quand tu ne connais pas les organismes ou tu les connais, mais que tu ne connais pas nécessairement des gens qui bénéficient de ces services-là. Et là, peut-être nous expliquer, Jean-François, est-ce que tu peux nous donner des exemples là, de à quoi peuvent servir les fonds qui sont ramassés par les ressources? Tu sais, concrètement, à quoi ça peut servir l'argent qui est ramassé? Bien, l'argent qui est ramassé, bien oui, ça sert à défrayer certains équipements. Qu'on parle de chaises adaptées, qu'on parle de lits adaptés, qu'on parle de marchettes, qu'on parle d'adaptation dans la maison, que ce soit au niveau des rampes d'accès ou autre. C'est toutes des adaptations que les gens peuvent avoir besoin. Puis que oui, il y a certains montants qui peuvent être subventionnés, mais les montants ne sont pas toujours là. Puis les assurances non plus ne vont pas couvrir tous les montants. Lors du Téléthon, justement, il y a eu 4 capsules qui ont été démontrées là, sur certains retombées. Puis on a pu voir là, justement les équipements qui sont payés en partie. Puis ce qui est le fun avec la ressource, c'est que les argents ne sont jamais donnés à un organisme directement, sont donnés aux utilisateurs directement. Fait que c'est quelque chose qui est différent. Fait que ça ne va pas... Quand l'argent part et va vers quelqu'un, elle va vers la personne. Il n'y a pas d'entremise entre les deux. Il n'y a pas de frais d'administration nécessairement. Fait que tu sais, c'est des choses qui sont aidantes aussi. Merci beaucoup et bravo pour cette belle application. Bien, merci à vous autres. Le Calax du Témiscamingue a la mission primordiale d'intervenir auprès des victimes d'agressions sexuelles et de leurs familles. De plus, il ne faut pas oublier tout le volet prévention et sensibilisation. Plus de détails en compagnie de Naomi Barrette, intervenante au Calax du Témiscamingue. On est au Calax du Témiscamingue. C'est un organisme à but non lucratif. Puis moi, mon rôle au Calax, c'est que je suis intervenante communautaire. Là, pardon, justement, quelle est la mission du Calax pour les gens qui ne connaîtraient pas cet organisme-là? Le Calax, c'est un organisme communautaire qui vient en aide aux victimes d'agressions à caractère sexuel. Donc, le nom, c'est le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Et là, il y a plusieurs services qui sont offerts ici. Parle-nous des différents services qu'on peut avoir ici au Calax. Oui, puis aussi, je me permets de rajouter, là, on offre aussi des services aux proches des victimes, donc aux victimes puis aux proches aussi. Puis les services qu'on offre, en fait, on offre de l'intervention, de l'aide directe aux victimes. Donc, on peut rencontrer ici ou on peut se déplacer aussi dans les secteurs. Justement, on offre des services sur l'ensemble du territoire du Témiscamingue, donc à Témiscamingue, à Notre-Dame-du-Nord, dans le secteur Est. Donc, on a une intervenante qui se déplace dans chaque secteur du Témiscamingue. On offre aussi de l'accompagnement pour les rendez-vous, accompagnement judiciaire. Puis aussi, je peux dire que même si les personnes viennent chercher de l'aide, on n'est pas obligé nécessairement la personne n'est pas obligée de porter des accusations judiciaires nécessairement. On respecte vraiment le rythme de la personne aussi. On offre aussi des services de prévention. Donc, on fait de la prévention dans les écoles primaires puis secondaires du Témiscamingue, en fonction des besoins aussi. Puis on adapte aussi le langage là, en fonction des âges. Puis les services aussi qu'on offre, on a des groupes de soutien, donc groupe pour les femmes. Justement, ma collègue Émilie, elle a débuté un groupe là, en collaboration avec le Centre de femmes dans le secteur Est. Donc, c'est un service qui existe aussi là, en ce moment. Et là, on parle de combien d'intervenantes qui travaillent ici au Calax, ici au Témiscamingue? 3 intervenantes. Donc, c'est justement, on se partage les secteurs. Là, on est 3, puis le secteur centre ici, où ce qu'on est présentement à Ville-Marie, c'est les locaux du Calax. Et puis, là, j'aimerais que tu expliques trop précisément à quoi ça peut ressembler une journée ou une semaine de travail là, pour toi, Naomi, dans la vie? Mon Dieu, c'est assez varié, je dirais. Là, comme j'ai pas fini de nommer les services non plus, là, mais c'est ça, il y en a beaucoup. Là, je réalise que, ouais. En fait, on a aussi un groupe d'ados
qui a commencé. Donc ça fait partie de mes tâches aussi. Donc comme en soirée, on a un groupe d'ados qui a commencé là, la semaine passée. Sinon aussi, ma collègue Mireille, elle offre des services aussi, là, de l'intervention auprès des parents. Fait que de la prévention, des parents, des jeunes en maternelle. Là. Elle va faire la rencontre des parents. Donc, c'est un autre service qui existe. Puis aussi la prévention en contexte sportif. Donc, dans les écoles aussi, c'est un autre programme qu'on a. Donc, ça ressemble à une journée. Comment ça ressemble? Bien, en fait, c'est tous les services qu'on offre. Donc, pendant une journée, des fois, on a des interventions, on rencontre des femmes, on se déplace, on fait de l'animation. Fait que c'est assez varié, je dirais, comme travail, là. Okay. J'imagine que ça prend beaucoup, comme qualité, comme pour être une bonne intervenante, j'imagine, ça prend beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, justement, pour réussir à créer le lien de confiance avec les gens qui se confient à toi, en fait. Effectivement. Donc, on s'adapte vraiment aux personnes, puis on fait de notre mieux pour les accompagner, puis c'est ça. Là, Naomi, justement, là, quelqu'un qui vit une situation difficile, qui a vécu de la violence ou une agression, qui ose peut-être pas en parler, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, là, justement, la convaincre cette personne-là de venir au Calax, justement, de venir vous rencontrer? En fait, c'est ça. Si la personne elle a besoin, nous, elle peut nous rejoindre là, sur notre site Internet. On a notre site Internet, on a notre Facebook. On a des Facebook d'intervenantes aussi. La page c'est Calax Témiscamingue. Sinon, aussi, notre numéro de téléphone, c'est le 819-629-4666. Donc, ça ressemble à ça. Si la personne elle a besoin, on est là. Puis, c'est ça, on couvre l'ensemble du territoire là, du Témiscamingue. Ne pas hésiter justement de vous appeler, de vous contacter. C'est important de le faire. Là. Ben oui, si les personnes ont besoin. Puis en même temps, des fois, on se pose des questions, on n'est pas sûr. Ou des fois, juste des questionnements. On est là aussi pour répondre aux questions. Là. Oui, merci beaucoup et continuez votre beau travail. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Bien, merci à vous d'être venus ici. Des assemblées citoyennes dans les 5 territoires de l'Abitibi-Témiscamingue pour réfléchir à la concertation régionale. La population de l'Abitibi-Témiscamingue est invitée à participer à l'une des 5 assemblées citoyennes qui se tiendront dans les 5 territoires de la MRC de la région entre le 8 et le 20 février. Ces séances collectives de remue-ménage sont organisées en marge du colloque de la chaire Desjardins en développement des petites collectivités qui aura lieu le jeudi 23 février au Centre des congrès de Rouyn-Noranda sous le thème « Comment unir les voix de l'Abitibi-Témiscamingue pour un développement collectif et conscient ». Des rencontres auront lieu à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Ouest, en Abitibi, dans la vallée de l'Or. Pour le Témiscamingue, les informations sont encore à venir. Sport. Dans la GMHL, les Pirates de Ville-Marie ont remporté leur seul match du week-end dernier. Une victoire de 7-6 contre les Lynx de West Nipissing. Le prochain match à domicile pour les Pirates sera disputé le 10 février contre les Bulls de Bradford. Il s'agira du dernier match à domicile en saison régulière. De leur côté, les Titans de Témiscamingue ont subi 2 défaites lors de leurs 2 matchs disputés sur la route. Une défaite de 7-4 contre les Knights de Meaford et un revers de 6-2 contre les Rattlers de Bradford. Je vous invite à être des nôtres ce mercredi 18h pour votre télébingo à l'antenne de TV Témis. C'était Francis Prudhomme, journaliste à TV Témis. Je vous invite à communiquer avec moi pour toute information d'intérêt public ou pour nous partager vos événements à venir. Par téléphone au 819-723-2814 ou par courriel à l'adresse journaliste@témis.tv. Merci de votre attention et bonne semaine à l'écoute de TV Témis. Au plaisir.